Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage professionnel ou peut-être que c'est toi qui se tue littéralement la tâche? Le premier arrivé au bureau, le dernier à partir, les dossiers sont irréprochables, les délais toujours respectés, les chiffres ne mentent jamais en ta faveur. Et pourtant c'est l'autre. Celui qui passe ses matinées à bavarder avec le directeur, celui qui n'est même pas assez à l'aise avec les outils que lui, qui vient d'être nommé responsable de service. Et là, la personne qui méritait se dit c'est injuste, ce système est corrompu. Je travaille 2 fois et plus et ça ne sert à rien. Elle s'arrête, elle analyse, elle tourne en boucle dans sa tête, elle cherche la faille dans le raisonnement du jury. Et pendant qu'elle analyse, les autres avancent. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te dire que le système est juste. Je suis là pour t'expliquer 2 pièges que personne ne t'a jamais nommés franchement et qui ensemble sabotent silencieusement la carrière des personnes les plus brillantes. Le premier piège, c'est le syndrome de la paralysie par l'analyse. Et le deuxième piège, c'est le fameux TDS, le top-down et le sabotage. Et entre les deux, la promotion s'en va vers quelqu'un d'autre. Reste avec moi jusqu'à la fin, cette vidéo peut changer ta trajectoire professionnelle. Laisse-moi te parler de Kofi et de Stéphane, 2 collègues, même structure, même niveau d'entrée, 2 ans d'ancienneté chacun. D'abord Kofi, il a un diplôme solide, il maîtrise son domaine mieux que quiconque dans ce service. Il consacre ses week-ends à se former, à lire les rapports sectoriels, à améliorer ses compétences techniques. Il ne parle que quand il a quelque chose de fondé à dire. Les discussions informelles autour du café, il s'en échappe discrètement. Je n'ai pas de temps à perdre en bavardage, pense-t-il. Quand il a un projet à remettre, Kofi l'analyse dans tous les sens. Il relit, il corrige, il cherche la version parfaite. Parfois, il remet sa contribution en retard parce qu'il n'était pas encore satisfait. Il pense que ce niveau d'exigence sera remarqué et récompensé. Stéphane, lui, a un parcours académique un peu moins brillant. Mais Stéphane a une autre forme d'intelligence. Il sait quand parler et comment. Il connaît le prénom des enfants du directeur général. Il sait transformer une conversation de 3 minutes dans le couloir en une impression qui dure 3 semaines. Il livre ses travaux à 80%, mais à temps, parfois même en avance. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la progression. 18 mois plus tard, Stéphane est responsable adjoint. Kofi est toujours au même poste, en train d'analyser pourquoi ça ne marche pas pour lui. Kofi a confondu 2 choses fondamentales, être compétent et être promouvable. Ce ne sont pas des synonymes. On nous a toujours dit que l'intelligence est un avantage absolu. Plus tu es intelligent, plus tu réussis, c'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Et au-delà de ce point, quelque chose d'étrange se produit. L'intelligence commence à ralentir celui qui la possède. C'est comme une courbe de satiété. Tu as soif et tu prends de l'eau, logique, ta soif décroît jusqu'à un certain niveau de satiété, mais au-delà de ce seuil, chaque gorgée devient un poids et insupportable pour l'abdomen. Pareil pour l'intelligence. C'est comme une presse hydraulique entre les bonnes mains. Elle écrase des obstacles. Mal utilisée, elle peut t'écraser toi-même. C'est comme vouloir tuer un moustique avec un marteau pesant plus de 20 kg. La personne très intelligente voit les problèmes là où les autres ne voient pas encore les problèmes. Elle anticipe les risques. Avant même de commencer, elle imagine les échecs possibles en mode haute définition. Résultat, elle n'ose pas démarrer. Parlons du syndrome de la paralysie par l'analyse. C'est le fléau silencieux des personnes les plus brillantes en entreprise. Pendant que Kofi retravaillait son rapport pour la 3e fois à la recherche de la formulation parfaite, Stéphane avait déjà soumis le sien, reçu un feedback et avancé. J'ai un ami entrepreneur, pas de master, pas de certificat impressionnant, mais quand il voit une opportunité, il saute dessus dans la semaine. Il la prend en faisant, il corrige en avançant et les résultats sont là, à côté de lui. J'ai connu également des diplômés brillants qui passent des mois à peaufiner leur business plan, à attendre le bon moment, à chercher des conditions parfaites qui n'arrivent jamais. Leurs projets sont encore sur papier. Le monde professionnel ne récompense pas la perfection. Il récompense l'action imparfaite, répétée, corrigée. Une livraison à 80% aujourd'hui vaut souvent mieux qu'une livraison à 100% dans 3 semaines. Et dans le contexte de la promotion, c'est encore plus crucial. Ton supérieur ne voit pas les heures que tu passes à tout peaufiner seul. Il voit ce qui sort, ce qui circule, ce qui crée de la valeur visible. Le deuxième piège, c'est celui-là qui est plus profond, plus subtil et potentiellement plus douloureux à entendre. Depuis l'enfance, on nous a vendu ce que j'appelle le mythe
du mérite pur. L'idée que dans ton entreprise ou dans ta structure, la promotion est une récompense linéaire. Plus tu travailles, plus tu maîtrises, plus tu montes. Un système juste, prévisible, mathématique. Mais dis-moi exactement, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche chez toi? Pour approfondir vraiment ce sujet, je t'invite à lire cette étude réalisée par l'Université de Harvard en 2024 et publiée en 2025 sur le TDS, le fameux top-down sabotage. Cette étude montre les conditions qui incitent les managers à freiner la progression de leurs collaborateurs talentueux par crainte d'une future concurrence pour leur propre poste. À partir des données d'une enquête menée auprès de 335 dirigeants d'entreprises américaines, le constat est que le sabotage descendant n'est pas induit par les systèmes d'ERP, mais qu'il prospère dans les environnements où le pouvoir discrétionnel subjectif des managers domine le processus d'évaluation. Pour te dire vrai, ce n'est tout simplement pas ce que tu crois. Ton supérieur hiérarchique ne voudra jamais que tu gravis l'échelon de peur que tu ne sois au même niveau que lui et que tu ne jouisses des mêmes commodités. Il faudra que tu sois là où il a le plus besoin de toi, c'est-à-dire au niveau exécutant, et c'est en quelque sorte le nivellement vers le bas. Et tiens-toi bien, ce code caché, tu ne l'apprendras jamais dans aucun document officiel. La compétence et le ticket d'entrée, pas le visa de promotion, ce sont deux choses différentes. Alors, je vous explique quelque chose assez rapidement. Dans toute structure, dans toute organisation, il y a 3 niveaux d'échelon. Le premier niveau, c'est l'exécutant. C'est là où tout le travail se donne, où tu dois travailler. C'est souvent la face visible de l'entreprise et souvent ce sont des gens qui sont en contact avec les autres. Il y a le niveau management, où on retrouve les managers. Et le dernier niveau, plus en haut, c'est le niveau décisionnaire. Et tu dois franchir tous ces paliers-là pour se retrouver en haut de cette échelle-là. Mais très souvent, les gens se limitent seulement au niveau exécutant. Ça voudrait dire que pour grimper, pour aller au niveau manager, c'est difficile parce qu'il faut vraiment un code, il faut vraiment des barrières. Et pour grimper encore de ce niveau de manager pour le niveau décisionnaire, il faut encore des codes de l'entreprise qu'il faut maîtriser. Imagine un concours de cuisine. Tu dois savoir cuisiner pour participer. Ça, c'est la règle d'or. C'est ta compétence technique. Mais une fois que tu le montes dans la finale, c'est cuisiner. Qu'est-ce qui fait de toi un candidat à la victoire plus qu'un autre concurrent? Ta présentation, bien sûr. L'histoire racontée au jury, le fait que le jury t'a déjà goûté avant qu'il ait envie de te voir réussir. Dans ton entreprise ou dans ta structure, c'est exactement la même dynamique. Parlons de 3 facteurs que très peu de travailleurs connaissent. 3 dimensions qui, ensemble, expliquent pourquoi les promotions ne vont pas toujours au plus méritant au sens académique du terme. La visibilité stratégique, le capital relationnel et les codes de la maison. On va les décortiquer. La visibilité. Ce n'est pas simplement être présent physiquement au bureau. C'est être présent dans la tête des décideurs au moment précis où une décision se prend à ton sujet. Je te donne un scénario concret. Ton directeur est en réunion de comité, son homologue dit « on a besoin de quelqu'un pour piloter ce nouveau projet stratégique ». À cet instant, quel nom surgit spontanément dans sa tête? Le constat est implacable. Si tu passes tes journées la tête dans les dossiers, si ton seul contact avec la direction, c'est un rapport transmis par email, si tu n'existes que sur du papier, tu es invisible et c'est comme ça que le système le veut. Et l'invisible ne reçoit pas de promotion. L'invisible reçoit plus de travail, oui. Plus tu travailles en silence et sans te plaindre, plus on t'en donne. C'est une excellente façon d'être exploité efficacement tout en restant au même échelle. Tu dois cesser d'être un exécutant silencieux pour devenir une présence mémorable. Il ne s'agit pas de te vanter, non. Il s'agit de rendre ton travail lisible pour ceux qui décident. Prends la parole en réunion, même quand ce n'est pas obligatoire. Partage une idée à ton supérieur avant qu'il ne te la demande. Sois celui qui dit « j'ai réfléchi à ce problème et voici ma proposition », pas uniquement celui qui exécute. Voici une vérité qu'aucun manuel RH ne t'écrira jamais en toutes lettres. Les promotions ne sont pas décidées dans les salles de réunion formelles. Elles sont préparées dans les couloirs, les cafétérias, les dîners d'équipe et parfois dans un échange de 3 minutes à la sortie de l'ascenseur. Quand Stéphane prend 10 minutes pour discuter avec le DRH de l'évolution du service, il n'est pas en train de perdre son temps. Il investit dans une relation qui, le moment venu, fera pencher une décision en sa faveur. Ce n'est pas de la corruption, ce n'est pas du favoritisme au sens négatif du terme. C'est de la psychologie humaine fondamentale. On fait confiance à ceux qu'on connaît, on promeut ceux en qui on a confiance. Tu peux avoir le meilleur profil technique du département, mais si ton directeur doit choisir entre toi, qui ne voit qu'à travers des rapports, et quelqu'un avec qui il a eu 2 ou 3 échanges humains réels, il choisira celui qu'il sent parce que promouvoir, c'est prendre un risque. Et on prend plus facilement un risque sur quelqu'un qu'on connaît. Le networking interne n'est pas une option réservée aux ambitieux sans scrupules. C'est une compétence professionnelle à part entière. Et elle ne demande pas d'être faux. Elle demande d'être intentionnellement humain. Existe au-delà de ta fiche de poste. Montre que tu t'intéresses à la vision de l'organisation, pas seulement à tes tâches. Voilà la différence entre un bon technicien et un futur leader. Là, on entre dans le territoire que la plupart des créateurs de contenu évitent. Et c'est exactement pour ça qu'on va y aller.
Dans beaucoup de structures, qu'il s'agisse d'organisations publiques, de grandes entreprises ou même d'ONG, il existe une culture dominante non écrite. Une façon de parler en réunion, de formuler ses idées, de gérer ses désaccords, de réagir à la pression. Celui qui maîtrise ses codes a un avantage structurel que les autres ne voient même pas. Et souvent, ces codes n'ont rien à voir avec l'intelligence pure. Ils ont à voir avec le milieu d'où tu viens, les modèles que tu as observés, les espaces que tu as fréquentés. C'est ce que les sociologues appellent le capital culturel. Prenons deux candidats à une promotion au même niveau de résultat. Mais l'un s'exprime avec une aisance naturelle dans les réunions formelles, sait naviguer dans les conversations stratégiques, formule ses idées dans le langage que la direction attend. L'autre est tout aussi capable, mais il se raidit en public. Il formule différemment, il se sent hors jeu sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de décalage culturel et ça se travaille à condition de le nommer. Comprendre la politique interne de ton organisation, ce n'est pas devenir cynique. C'est comprendre les règles du jeu pour pouvoir y naviguer avec intégrité. Tu peux avoir les meilleures pièces d'un jeu d'échecs. Si tu ne comprends pas le plateau, tu perdras face à quelqu'un de moins doué qui lui l'a compris. Bon, maintenant qu'on vient de se dire tout ça, est-ce que cela veut dire qu'il faut arrêter de se former, de maîtriser ces sujets, d'être rigoureux? Absolument pas. Ça veut dire qu'il faut jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Et voici les 3 décisions concrètes à prendre dès cette semaine. La première décision, c'est d'agir avant d'être prêt à 100%. Fixe-toi une règle simple. Quand un travail est à 80%, tu livres, tu n'attends plus la perfection. La perfection inatteignable est l'ennemi du progrès visible. Lance, reçoit un feedback et améliore. C'est ainsi qu'on apprend vite et qu'on devient visible. La deuxième décision, c'est d'investir 20% de ton énergie dans les relations. Pas pour être faux, non, pour être humain. Propose un déjeuner à un collègue influent, pose une question à ton supérieur sur sa vision, pas sur tes dossiers. Félicite sincèrement un père pour un résultat. Les gens ne se souviennent pas toujours de ce que tu as fait, ils se souviennent de comment tu les as fait se sentir. Et la dernière décision, c'est d'apprendre les codes de la maison. Observe comment parlent ceux qui progressent dans ton organisation, comment se positionnent-ils en réunion. Quelles formulations font réagir positivement ta direction? Ce n'est pas imiter aveuglement, c'est décoder l'environnement pour mieux y naviguer avec ton authenticité propre. Sois compétent et stratégique, sois honnête et visible, sois toi-même et lisible. Ce n'est pas une contradiction, c'est de la maturité professionnelle. Avant de clore, je veux te dire une chose importante. Tout ce qu'on vient de voir ne signifie pas que tu dois te trahir pour plaire à un système. Il y a une ligne de démarcation entre naviguer intelligemment dans une organisation et te perdre pour y survivre. Si les valeurs de l'endroit où tu travailles sont fondamentalement contraires aux tiennes, si les jeux politiques qu'on te demande de jouer te coûtent ton intégrité, alors la vraie question n'est plus comment me faire pour me voir ici, mais est-ce que cet endroit mérite vraiment mon énergie? La compétence te rend libre, elle te donne des options, elle te permet si nécessaire de partir et de construire ailleurs. Mais tant que tu es dans cet espace, joue avec lucidité. Si cette vidéo t'a apporté au moins un déclic, dis-moi dans les commentaires, Kofi ou Stéphane, à qui tu ressembles le plus aujourd'hui et qu'est-ce que tu comptes changer?